Fred Colantonio, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans l'album. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. C'est le 10e livre, je crois, qui paraît. Marquer les esprits à tous les coups dans votre maison d'édition, L'attitude des héros. On va parler bien sûr de ce livre et puis de tout votre parcours de vie. Ce livre, je l'ai trouvé passionnant parce que justement, il peut accompagner chacune et chacun qui doit ou qui veut prendre la parole à un moment donné. Et il y a vraiment tout un processus. On a parlé de narration d'histoire. Moi, je pense aussi, et vous l'expliquez très bien au travers de toute une série d'exemples et toute une série de règles, c'est un parcours d'authenticité. Et si on n'est pas dans l'authenticité quand on prend la parole, il y a un problème. Vous, la première fois que vous avez pris la parole, vous vous en souvenez très bien, vous le racontez dans le livre, c'était pendant vos études de criminologie. Alors ça s'est passé comment en fait? Oui, ça a été complètement surréaliste en fait. Moi j'ai écrit le livre pour que les personnes puissent peut-être gagner du temps. Oui. Par rapport à ce que moi j'ai traversé, c'est-à-dire que cet exercice spécifique de prise de parole quand j'étais en dernière année d'études en criminologie était complètement inattendu et je suis un peu passé à travers, je ne vais pas dire sans m'en rendre compte, mais c'est après coup et peut-être même des années après que je me suis dit mais en fait ma première prise de parole professionnelle c'était celle-là. Donc je suis étudiant, dernière année d'études en criminologie, donc on est bardé de stages, de travaux divers et variés dans tous les cours, plus le fameux point de mire qu'est le travail de fin d'études, le mémoire, où on sait qu'il ne faut pas se louper et qu'il faut essayer d'aller chercher la note, etc. etc. Et en dernière année, Georges Kellens, qui est le professeur titulaire de criminologie à l'époque et qui est un monsieur à l'aura international qui a eu une carrière brillantissime que j'ai eu la chance d'avoir comme promoteur, anime le cours de complément de criminologie et il a l'intelligence, plutôt que de parler tout seul, de faire intervenir des criminologues en activité qui viennent nous expliquer une facette de leur métier. Alors, le petit côté off de ce cours-là, c'est qu'à chaque criminologue qui passait, je me dis « Ok, moi, j'ai pas envie de faire ce métier-là. » Donc, à mesure qu'on s'approche de la fin des études, je me dis « Ok, travailler dans la police, ça ne m'intéresse pas. Justice non plus. Prison non plus. » Bon, donc il allait falloir trouver d'autres voies. Mais il n'empêche que moi, j'étais fasciné à ce moment-là par l'impact qu'Internet amenait dans la communication et la relation entre les gens. Et je lisais des bouquins sur la criminalité informatique, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la digitalisation. Et à la fin d'un cours, avec un camarade, on va le trouver et on lui dit « Mais qui va venir nous parler de ça dans les prochains intervenants quoi ?» Et donc, il nous convie dans son bureau. Il dit « Ah, j'ai mon agenda qui est dans mon bureau. » On n'avait pas de smartphone à l'époque, donc c'était le petit agenda papier. Donc, dans les dédales de l'université, je me souviens très bien, c'était quand même un peu prestigieux quoi, de pouvoir aller avec le prof dans son bureau. Bon. Et on arrive dans son bureau. Il regarde son agenda et puis il sort quelque chose comme le 28 mars. Ok, d'accord. Et qui va venir parler? Vous. Et donc là, nous, on s'est dit, erreur de casting, c'est pas ça qu'on venait chercher. On voulait juste une information. On n'avait pas besoin d'avoir cette charge de travail supplémentaire. Enfin bon, bref. Mais on s'est pris au jeu. On a préparé une certaine forme d'exposé. Et je dis souvent que moi, j'interviens de manière très naïve, un peu insouciante quand je prends la parole. Pas inconsciente, je prépare à mort, mais j'ai une certaine forme de spontanéité. Mais ce jour-là, je m'en suis rendu compte quand on s'est retrouvés devant nos condisciples, quoi. Parce qu'on avait évidemment la petite grappe de nos copains de classe qui se foutaient de notre tronche en disant ben, ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Et donc, ils avaient bien compris. Alors, j'imagine qu'une partie de l'auditoire s'en fichait complètement, mais il y en avait certainement d'autres qui ont dû se dire mais quel faillot ceux-là, quoi. Ils terminent leur année comme nous et ils se trouvent devant nous pour nous donner cours sur la criminalité liée aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça. Alors, vous avez, depuis de nombreuses années maintenant, l'occasion de donner des conférences dans le monde entier, il faut le rappeler. Hein. On parlera de cette obsession de transmettre qui doit être aussi à la source justement de ces conférences. Donc c'est écrire et puis c'est transmettre, c'est aller au contact du public. Oui. On établit comment le contact avec le public? J'ai cette photo par exemple qui je trouve assez parlante. Oui, alors ça c'est assez anecdotique. Je ne me mets pas... Je ne me couche pas à chaque conférence, mais donc ici pour l'anecdote, c'est une conférence à Toulouse, 650 experts comptables, oui. Et ben, comme ça peut arriver parfois, on fait les tests, la répète avec la régie se passe super bien, donc l'image s'affiche, le son s'affiche, puisque plus le temps passe, plus je vais vers des conférences qui sont
interactives, qui sont spectacles. C'est pas vraiment ça. J'ai pas de metteur en scène, je n'ai pas de régisseur, mais de plus en plus, on me dit que je m'approche du stand-up. Et ça, je trouve que c'est un super compliment et je l'assume. Voilà, j'ai essayé de couper le lien très, très vite entre l'intervenant qui est sur scène et qui a une certaine posture et des participants qui devraient se farcir pendant 1 heure quelqu'un qui parle. C'est pas drôle, donc j'essaye d'être au contact. C'est chacun au même niveau, vous le dites dans votre livre, pas un en haut et celui qui écoute en bas. C'est vraiment au même niveau. Ce que le livre m'a permis de formaliser, je suis très heureux d'avoir pu le faire, c'est que c'est systématiquement une rencontre. Et à un moment, on ne peut pas imaginer parler aux gens si on ne cherche pas à les rencontrer. Qu'on soit dans un entretien d'embauche, qu'on soit dans une évaluation annuelle, qu'on soit devant un petit groupe parce que c'est une réunion d'équipe où on doit faire passer la vision de l'année prochaine en entreprise, que ce soit parce qu'on est en formation, on va animer un groupe de 12, 15 ou 20 personnes, ce qui m'est arrivé pendant plusieurs années. Quand vous avez sur 5 samedis des types et des nanas qui viennent se former à un sujet technique, les médias sociaux, le référencement, l'ergonomie de site web à l'époque, il faut les intéresser. Parce que soit ils viennent enthousiastes en se disant ouais, « je me réjouis de ce qui va arriver », soit ils viennent un peu en mode passif en se disant « il va encore falloir traverser une journée, c'est pas drôle, on s'amuse pas, c'est long, c'est lent ». C'est ça qui m'a un peu conduit à essayer de me dire comment est-ce que je peux, en plus du message de fond qui est à livrer, essayer d'avoir une manière, ou j'allais presque dire un emballage, mais c'est peut-être péjoratif, qui permet vraiment de sortir du rôle attendu. Et donc cette photo, en termes de sortie du rôle attendu, je suis devant 650 comptables, la répète s'est bien passée, et puis on démarre, et après 5 à 10 minutes, écran noir. Mais noir, quoi, plus rien, plus de son, plus d'image, plus rien. Et donc moi j'ai toujours mon Mac au pied de la scène, c'est une obsession. Je veux avoir le Mac au pied de la scène pour intervenir rapidement. Et je vois que chez moi, ça n'a pas bougé. Donc, je dirais tout est en ordre. Et c'est pas très grave, je commence plus ou moins à improviser. Je fais semblant que je dis que je dois meubler et tout. Alors, je connais la suite, donc je peux avancer, mais j'en joue un peu, un minimum. Et à un moment, le technicien descend de sa régie dans un amphithéâtre de 600 places. Donc on l'entend, toc, 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 toc. Il arrive, il débranche mon Mac, il part avec. Et donc moi je dis, ça va pas les comptables, donc on sait bien que vous êtes radin, mais de là à me piquer en plus mon matériel, tout le monde était mort de rire. Et puis voilà, j'en ai joué, et donc je dis à un moment, si c'est comme ça, moi je fous plus rien. Donc je me suis couché sur la scène, et j'ai dit, maintenant j'attends, moi, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, enfin, ça a duré probablement l'espace de 2-3 minutes, et après... Je me suis dit, on va quand même avancer. Et puis, il a rattrapé son image et son son. Et ça a fait un super souvenir, parce que d'une part, il y a un photographe qui l'a immortalisé. Et d'autre part, c'est toujours surprenant de voir les gens qui viennent vous trouver après alors forcément, ils retiennent d'autres choses de la conférence. Mais très souvent, les gens qui souffrent à votre place, quoi. Et donc, ils viennent vous trouver en disant, mais... T'as manœuvré ça de manière soft, tu t'es pas laissé démonter, oh là là, nous on s'est mis à ta place, on s'est dit quelle galère. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit, mais aussi, entre guillemets, quelle aisance dans la manière de jouer avec ce qui s'est passé. Quoi. Tout à fait, du bon usage de l'humour, de l'autodérision et savoir s'appuyer sur l'imprévu, c'est ça ? Je pense que si on sait qui on est et qu'on ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, forcément, quand il arrive à un couac, ou quand il arrive heureux ou malheureux d'ailleurs, hein, je veux dire, ici c'était a priori plutôt malheureux, mais parfois il y a des bonnes surprises quoi, dans une conférence. Moi j'incite souvent les gens à participer, mais parfois il y a des gens qui commencent à crier en plein milieu de la conférence parce qu'ils veulent réagir, mais je trouve toujours ça courageux quand il y a plusieurs centaines de personnes et qu'il y a quelqu'un qui hurle en disant ouais, allez, je veux partager, parce que j'ai dit quelque chose qui fait qu'ils ont envie de rebondir ou parce que ça correspond à une réalité qu'ils vivent, etc. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les gens avec soi. Voilà. Vous venez de dire, si on sait qui on est. Pour se reconnecter à votre livre à nouveau, il y a tout un chapitre où vous expliquez justement ce que j'appelle les croyances. Oui. Tous ces obstacles qui font que les uns et les autres ne veulent pas prendre la parole. Il y a une citation, attendez, je vais la retrouver, celle-là, elle est magnifique. D'après la plupart des études, parler en public est la peur numéro 1 chez les gens. La mort arrive en 2e position. Ça signifie que quelqu'un qui va à des funérailles préfère être dans le cercueil
que derrière le pupitre pour l'éloge funèbre. C'est Jerry Seinfeld, humoriste. Alors, c'est joliment dit, mais c'est à peu près tout à fait ça, quoi. Il y a toutes ces croyances qu'il faut évidemment contourner. D'abord, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, je vois pas le propos, j'ai rien à dire, mais c'est aussi, je n'y arriverai jamais, j'ai peur, c'est une horreur. Donc, il faut travailler là-dessus. Vous, par exemple, votre timidité, vous l'avez surmontée à travers l'improvisation, c'est ça? Oui, notamment, oui, ça c'est un chouette souvenir d'une des équipes avec lesquelles j'ai appris à improviser. En fait, les croyances, c'est toujours les mêmes. Moi, je n'ai pas la prétention d'apporter du nouveau nécessairement dans les sujets que je traite, mais j'essaie de remettre les yeux en face des trous. C'est bizarre, hein, c'est peut-être pas très élégant même présenté comme ça, mais mon obsession est double, c'est allumer des lumières et remettre les yeux en face des trous. Et sur la trajectoire professionnelle, l'entrepreneuriat, l'innovation, le rebond, le fait d'apprendre à marquer les esprits, les croyances sont toujours à peu près les mêmes. Donc c'est pas pour moi, c'est pas dans mon ADN, je ne le fais jamais. C'est étonnant, on parle tous les jours à des dizaines de personnes, ne fût-ce qu'en famille, ne fût-ce qu'entre amis, mais les gens vous disent « Ah, mais c'est pas moi, je ne suis pas amené à m'exprimer ». Donc une de mes grandes hantises, par exemple pour ce bouquin-là, c'est que les gens imaginent que c'est pour devenir conférencier. Okay. Pas du tout. Oui, tout à fait. Pas du tout. C'est comment est-ce qu'on peut, ici par exemple, simplement, entre nous, dans l'exercice qu'on réalise, c'est est-ce que, auprès de certaines personnes qui vont regarder, elles vont se dire, ah ben ce gars-là a eu de l'impact. Si oui, elles sauront que c'est pas quelque chose d'inné, c'est que ça s'apprend. Et dans les croyances, je suis à chaque fois surpris, plus le temps passe évidemment, plus ça vient, c'est, ah mais tu fais ça avec une telle aisance. Toi, on sent alors, quand on me dit on sent que tu as l'habitude, ça, je suis d'accord. Mais parfois, il y a des gens qui me disent ah ben, on sent que c'est naturel chez toi, on sent que tu étais fait pour ça. Oui, sur les conférences, il y en a quand même presque 970 quoi, qui étaient là avant celle que vous venez de voir. Et donc, c'est vraiment un exercice d'apprentissage. Et là où je suis d'accord, c'est que le conditionnement de départ est fondamental. Et j'ai eu la chance, grâce à l'impro, d'adopter, je dirais, la bonne grille de lecture pour me mettre moi-même sur les bons rails. Les bases de l'impro, c'est quoi? C'est plutôt dire oui. Et c'est faire avec l'existant. Donc les anecdotes qu'on vient déjà d'expliquer en conférence, c'est ça. Il y a quelqu'un qui crie à un moment quelque chose, c'est sans doute qu'il veut participer. Si je le nie en faisant semblant que je n'ai rien entendu, ça peut arriver. C'est le volet qui se ferme. Mais c'est le volet qui se ferme. Et à la limite, je vais moins créer chez mes interlocuteurs. Je fais à chaque fois un parallèle avec du face-à-face, pour ne pas que les gens se disent c'est pour devenir grand conférencier ou devant plein de gens, ça ne m'intéresse pas. 1000 personnes ou 10 personnes ou 5 personnes, c'est la même chose. C'est la même logique. On a cette photo, là, c'est au Palais des Congrès, je pense. Oui. C'est combien 900 personnes, là, je crois. Alors là, c'était 980 personnes. 980 personnes. Enfin, je dis ça parce que je ne suis pas encore à 1000. Donc, je ne voudrais pas usurper, mais pas ça, c'est vrai que c'était... Donc, c'est ça, c'est vraiment, effectivement, dans la vie de tous les jours, on est tous à même une réunion de famille. Bien sûr. Ça peut être aussi l'objet, justement, à un moment donné, en fait, c'est mieux communiquer de manière plus fluide et plus aisée. Chez vous, il y a néanmoins aussi cette volonté de transmettre par le livre. Voilà justement cette photo qui le symbolise. Oui, c'est mon parrain de cœur, c'est Édouard. Il compte toujours énormément dans ma vie, mais par rapport au livre, il a énormément compté puisque... Donc j'ai publié 10 livres, 3 étaient chez éditeur auparavant, et puis est venue la décision, quand l'Attitude des héros est arrivée, que cette conférence de 2012 a un peu tout changé, s'est posé la question de est-ce que je l'ai fait moi-même, est-ce que je cherche un autre éditeur, est-ce que j'avais envie d'autre chose, et j'avais surtout envie de pouvoir être libre absolument de tout, du tempo, de la mise en page, du contenu. Je voulais vraiment avoir aucune contrainte. Et j'en avais parlé avec Luc Pire, qui est un de mes mentors pour l'aspect éditorial, qui m'avait dit Fred, moi, c'est pas de chance, je viens de revendre parce que sinon je t'aurais édité. Et Luc m'avait conseillé d'y aller moi-même.
Mais j'ai eu une agence de communication, donc j'avais des contacts, imprimeurs, graphistes, etc. Mais il me fallait plus que ça. Et j'avais besoin d'un partenaire qui comprenne mes intentions et qui me fasse confiance. Et ici, ça c'est la photo pour le dernier livre. Donc ça fait... Édouard, je le connais depuis 20 ans maintenant, mais ça fait un peu plus de 10 ans pour les aventures littéraires. Pour symboliser la transmission, une photo avec des étudiants et puis les réseaux sociaux, évidemment. Oui, j'essaye toujours d'avoir du temps, 1, 2 ou 3 fois par an pour aller à la rencontre des étudiants parce que je trouve que c'est... Il y a une double intention, c'est de garder le contact avec celles et ceux qui vont faire le monde professionnel et le monde tout court de demain, quoi. Donc c'est voir ce qui marche avec eux, ce qui ne marche pas, quelles sont leurs préoccupations, comment ils se situent, comment ils se positionnent au cours, etc. Et aller à leur rencontre, souvent, ça permet de démonter bien des mythes qu'on entend parfois sur la jeunesse ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours la chance de rencontrer des jeunes qui sont intéressés, curieux et qui viennent au contact, qui viennent trouver après, et peut-être parce que je facilite aussi, mais en tout cas, je pourrais faire tous les efforts du monde s'ils ne venaient pas, ils ne venaient pas. Alors qu'ici, souvent, ils viennent poser l'une ou l'autre question, ils manifestent un intérêt, certains achètent quand même le bouquin, donc c'est très rassurant d'une certaine mesure quand on dit parfois les jeunes ne lisent plus, les jeunes machin, tout ça. Et alors le deuxième point, c'est que c'est un public qui est extrêmement intransigeant. C'est que quand vous avez 2 heures avec eux ou 3 heures, si vous ne les captez pas, vous les perdez. C'est recta, quoi. Ça se voit tout de suite. En termes d'énergie, ils ne sont pas là. Donc ici, quand vous voyez qu'ils tapent à l'ordi, peut-être qu'il y en a qui envoient des mails, ou plutôt des messages privés sur les réseaux sociaux, mais la plupart, je vois, parce que je passe évidemment un peu je fais ça dans les conférences, je me promène dans l'audience, donc je fais aussi avec les étudiants, mais je vois qu'ils prennent des notes et je vois qu'ils sont intéressés. J'ai eu un magnifique compliment. Après celle-ci, justement, c'était fin septembre, dans une autre école à Liège, et il y a un jeune type qui est venu me trouver et qui m'a dit « Monsieur, je viens de passer 2 heures et je n'ai même pas regardé mon téléphone. » Et donc je me suis dit, mais voilà, s'il a perdu la notion du temps ou qu'à un moment il a trouvé quelque chose qui l'intéressait ou une énergie, hein, simplement. Parfois les gens me disent, nous on vient t'écouter parce qu'il y a une énergie qui passe. Ça veut dire qu'il y a eu un début de rencontre. Alors, ne le prenez pas mal, mais tout ce qu'on vient de dire était assez peu important parce que l'objet de cette émission, c'est de parler de Metallica. Ah ouais, là on est au cœur. Alors lâchez-vous. Là on est au cœur, ouais, ça c'est... Ouais, alors c'est la musique de manière plus générale, parce que là, effectivement, ouais, il y a une photo de... Pardon. Il y a une photo de Metallica dont je suis... alors c'est plus que fan. J'ai 3 tatouages sur le corps et les 3 ont un lien symbolique avec Metallica. Comme tous les gens qui regarderaient cette émission et qui sont fans, peu importe que ce soit d'un artiste, que ce soit d'un réalisateur de cinéma ou d'un romancier, c'est qu'à un moment, il y a une porosité entre, j'allais presque dire, la réalité et la fiction, et on fait sien des principes de vie, des paroles de chansons, des mélodies. Et c'est vrai que depuis l'adolescence, moi, je n'étais pas du tout métal à l'origine, quoi. J'étais plutôt dans le blues et des choses plus liées aux émotions, j'allais dire de tristesse et de mélancolie, et puis arrive cette énergie plus brute, mais avec une musique qui est intelligente, qui est sensée. Donc on n'est pas dans les musiques extrêmes avec Metallica, il y a bien pire, entre guillemets. Non mais pour jouer avec un orchestre symphonique, pour avoir été repris par des quatuors, des quintettes ou des ensembles harmoniques de violoncellistes ou de contrebasse, par exemple, ça prouve qu'il y a une vraie intelligence musicale derrière. Et ça a conditionné beaucoup de choses. La musique a aussi aidé mon rapport à la scène, puisque ça, c'est la photo. J'ai eu 2 groupes dans ma vie, et ça, c'était le deuxième, c'est Tears of Blood, avec mon ami d'enfance Benoît, là, où on a passé des heures à répéter, et on a fait quelques concerts et 2 démos. Mais voilà, c'est aussi une manière d'être dans le rapport à l'autre, quoi, en exprimant via la musique. Et ici, je pouvais pas ne pas mettre une photo de Roger, qui est mon prof de guitare,
J'ai suivi Je n'y connaissais rien quand j'ai voulu apprendre la guitare. J'ai vu une vidéo sur MTV, c'était Gary Moore au Royal Albert Hall de Londres, qui joue Parisian Walkways. Et ça a été une révélation folle, parce que je me suis dit, le gars n'a pas besoin de parler ou de chanter, c'est la guitare qui raconte les émotions. Et donc j'ai voulu apprendre la guitare, à l'origine pour jouer ce morceau-là, mais je n'y connaissais rien. Mes parents n'étaient pas très mélomanes, en tout cas pas musiciens. Et donc ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on peut aider à acheter une première guitare, voire pour prendre des cours, mais tu devras te débrouiller un peu tout seul, parce que nous, on n'a pas cette compétence-là en stock. Et ça m'a appris, je crois, l'autodiscipline. Et Roger, chez qui je suis allé au cours méthodiquement toutes les semaines, m'a inculqué des principes de vie. Quand il dit la guitare, il vaut toujours mieux pratiquer 10 minutes par jour que de faire 1 heure le dimanche, la veille du cours, ou peu importe. Mais c'est de l'autodiscipline, c'est de l'entraînement. Et je n'avais aucune oreille au départ, donc je n'entendais pas quand il fallait changer d'accord. Donc j'ai dû trouver des trucs, j'ai dû commencer à compter dans ma tête, j'ai dû commencer à... Et puis à un moment, il m'a toujours dit, mais je fais confiance, tu auras le déclic, tu auras le déclic, tu auras le déclic. Est-ce qu'il y a de la musique dans vos conférences? Oui, toujours. Toujours. Alors, pas au début, je vais dire historiquement, j'en mettais pas, mais plus le temps a passé, oui. Il y a des extraits de films, il y a des extraits musicaux, parce que ça fait partie de nos vies. C'est aussi de l'inconscient collectif autour duquel on peut se rassembler. Roger, c'est une anecdote que je voudrais partager, m'a fait confiance par rapport à la scène. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais, je devais avoir 15 ou 16 ans. J'arrive au cours un jour, il me regarde du haut de ses lunettes, il me dit « Bon, j'ai quelque chose à te proposer. » Ok. Et en fait, son groupe jouait au Nouvel An et animait toute la soirée du Nouvel An. Et le guitariste avec lequel il jouait était tombé malade ou leur avait fait défaut, je ne sais pas quoi. Donc il dit « Moi, je vais faire les synthés, j'ai proposé que tu fasses la guitare. » Et donc je me suis retrouvé à quelques semaines de mon premier concert, 400 personnes, à jouer de la guitare au Nouvel An, à apprendre les morceaux, à apprendre l'un ou l'autre solo. Donc j'ai eu, entre guillemets, mon moment où c'était le solo de Wind of Change, je crois, de Scorpion. Et c'est ce monsieur qui m'a fait confiance. Donc il m'a permis de m'aguerrir à une série de choses dont je me sers toujours aujourd'hui. Et le silence dans tout ça? Pardon? Le silence dans tout ça? Mais ça, je dois travailler dessus, parce que je peux parler beaucoup quand on est dans un exercice comme celui-ci, ou parce qu'il y a cette passion de transmettre et de véhiculer, mais plus le temps passe et plus j'aime les moments où je peux alterner, justement. Le côté effervescence, être avec des gens, être dans les gens, essayer de donner le meilleur, et le moment où on est seul avec un livre et où on peut réfléchir, se poser, essayer de voir les choses qu'on ne voit pas habituellement. J'ai toujours été hésitant avec le fait de parler de méditer, parce que je trouve que ça peut avoir un côté un peu spirituel, les pieds qui ne touchent pas le sol, etc. parfois. Mais en tout cas, oui, j'apprécie des moments, j'aime bien aller courir, et c'est vrai que quand je cours, c'est un moment où on est dans la bulle, quoi. Et vous l'indiquez très bien, vous donnez cette belle anecdote dans votre livre de ce grand patron de banque, je pense, qui fait une conférence à toutes ses équipes et qui commence 2 minutes 36, c'est ça, je pense, qui se tait pendant 2 minutes 36, puis il leur dit c'est le temps que le public attend au guichet. Donc, c'est la préface de mon ami Michael Aguilar, ça, qui prend cet exemple, mais qui est magnifique, quoi. C'est ça. Et il faut oser se taire devant une assemblée, parce que les gens attendent qu'on parle, a priori. Et donc, quand on arrive sur scène, ou qu'à un moment, on introduit une zone où il y a une petite respiration, en fait, le temps passe beaucoup plus lentement pour nous qui sommes sur scène que pour le public, qui, lui, ça lui permet de respirer, ça permet d'assembler quelques idées qui viennent d'être dites, etc. Et donc, c'est vrai que de temps à autre, ça m'arrive d'essayer d'avoir un moment un peu plus suspendu. Alors, j'y travaille. Et quand on vous entend, c'est vrai que on a l'impression que tout ça est un long fleuve tranquille, mais il y a quand même des casseroles. Oui. En voici une. Voilà, débrouillez-vous avec. En même temps, c'est moi qui ai amené la photo, hein, c'est que je l'assume. Mais oui, j'ai raconté l'histoire dans Rebondir sur l'échec, d'ailleurs, et j'en parle dans cette conférence-là. C'est
C'est le playback de 6e année primaire, à 12 ans, en pleine époque, années 80, Michael Jackson qui fait autorité. Honnêtement, je sais plus de qui doit venir cette idée, mais je pense que c'est... En tout cas, je suis dans les moteurs de pouvoir dire on ferait bien, avec quelques camarades de classe de l'époque, de dire on ferait bien un playback. Quoi. Ouais, mais faire quoi? Thriller. Quoi. C'est le clip qui a eu un impact sur toute une génération, déjà par le côté clip, mais en plus le côté mort-vivant, etc., etc. Enfin bon, ça a choqué une génération. On voit à chaque fois les hommages qui se perdurent dans la durée, les clins d'œil, etc., à la fameuse danse avec les morts-vivants. Et donc, fascination, Michael Jackson, on va faire Thriller, quoi. Et tout le monde se prend au jeu. Donc, j'ai, je pense, 6 camarades de classe qui embarquent en disant on va préparer une chorégraphie, qu'on répète pendant toutes les récréations. On va chez les parents des uns des autres après l'école pour se préparer. Nos mamans nous confectionnent des espèces d'accoutrements de fortune. Quoi. Les papas nous font des caisses qu'on peint pour faire les pierres tombales, bref. Et le jour J, je me retrouve, comme très souvent, à prendre des initiatives et puis me dire mais qu'est-ce que tu as encore eu comme idée? Mais avec la chance d'avoir des gens qui ont fait confiance. Et donc on se retrouve sur scène, on fait une presta qui surprend tout le monde. Nous en premier, nous on était là comme les enfants qu'on était, quoi. Et puis en fait, quand ils annoncent le classement, ils annoncent les 3e, on n'est pas dedans, ils annoncent les 2e, on n'est pas dedans, et au moment d'annoncer, on va annoncer le numéro 1, et il y a plein de gens dans la salle qui disent c'est Thriller, 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 parce qu'on avait marqué les esprits. Sauf qu'à ce moment-là, c'était le prof de gym de l'époque qui présentait, et il dit ouais, ils auraient dû gagner, mais le chanteur n'a pas chanté. Et donc là, il y a un petit moment un peu suspendu, quoi. Et alors, il dit ouais, la prestation a surpris tout le monde, mais le chanteur n'a pas chanté. Et donc 3 fois, moi j'étais tout dans le fond. Je m'en rappelle évidemment, comme il y a beaucoup d'émotions. Et 3 fois, le chanteur n'a pas chanté. Et donc en fait, dans le jury, donc personne n'avait rien vu. Moi, j'y ai absolument pas pensé. Mais dans le jury, il y avait une professionnelle du playback qui dit ouais, c'était top pour c'est des amateurs. Ben oui, ils n'ont jamais fait ça avant et ils feront jamais ça après. Mais le petit gars là, il n'a pas fait aller les lèvres. J'y ai pas pensé. J'étais concentré sur la danse. On se connaît un peu urbain. Vous m'imaginez danser, bon. Donc j'étais concentré sur la chorégraphie. J'étais impressionné parce qu'il y avait du monde et que je ne m'étais pas rendu compte d'un truc, c'est que les projecteurs étaient principalement sur ma pomme puisque je faisais Michael Jackson, quoi. Et j'ai pas du tout fait aller les lèvres. Et donc, ça nous a coûté la première place et 400 personnes qui entendent 3 fois « le chanteur n'a pas chanté ». On sort la blessure non refermée. Hein. Il va falloir travailler sur ça. Mais en tout cas, dans les deux groupes ici, j'ai jamais vraiment assumé la position. J'écrivais les paroles, la mélodie, la musique. Parfois, j'expliquais aux bassistes et aux batteurs ce qu'ils devaient jouer. Mais j'ai été incapable d'assumer pleinement le rôle du gars qui doit chanter, quoi. Ah oui. C'est la vie. On peut vivre avec ça, non? J'ai rebondi par les conférences, donc j'ai quand même un micro devant moi. Oui. Sur le chapitre perso, il y a photo de chat, de votre chat. Oui, je l'ai perdu il y a quelques semaines en plus. Je n'ai jamais eu l'intelligence de les remercier dans les livres, alors qu'en fait, je pense que pour les 10, il y a toujours eu un chat dans les parages. Okay. Et là, j'étais en train d'écrire, je ne sais plus lequel, mais c'est une photo effectivement où j'étais en train d'écrire un des livres ou de le relire. C'est vrai qu'on dit souvent que les chats entretiennent des rapports particuliers avec les auteurs ou l'inverse. Les auteurs entretiennent des rapports spécifiques avec les chats. Et c'est vrai que j'adore leur autonomie, leur énergie, la force tranquille. Quand il vient se poser là, et que je suis en train de lire ou de relire, voilà, je trouve qu'un chat, ça aide aussi à ancrer les choses. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est des animaux qui sont très, très attachants, très affectueux et qui sont pleins d'intelligence de situation. Et il paraît que l'intelligence émotionnelle du chat est plus importante que celle du chien. On ne penserait pas. Mais c'est vrai que toutes celles et ceux qui ont un chat le savent bien, évidemment. On va parler des défis. 3 photos pour parler des défis. Voilà. Alors. Oui. Par lequel commencer, quoi. Choisissez. Le point de départ, c'est ça.
cette conférence de l'attitude des héros, 7 février 2012, Genneval, une salle de 200 personnes, 240 ou 250 présents, donc des gens qui sont assis dans la rangée du milieu, sur les rebords des appuis de fenêtres, parce que j'avais annoncé que j'allais faire un truc et que les gens avaient intérêt à venir la voir, parce qu'ils allaient entendre quelque chose de différent. Et j'ai été le premier surpris de voir à quel point ça avait marqué toute une série de personnes. Et puis cette conférence a vraiment changé ma trajectoire. Je faisais essentiellement du numérique à ce moment-là, sur le référencement, les médias sociaux, l'e-marketing, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie digitale. Et cette conférence m'a amené sur finalement mes sujets de cœur, quoi, le leadership, le fait d'être acteur de sa propre trajectoire. Et alors cette photo-là a été prise où j'ai James Hetfield derrière, qui est le chanteur de Metallica, où je ne me compare absolument pas, mais voilà, le fait qu'il ait un micro en interview et que moi j'aie le micro là pour expliquer, il y avait une symbolique. Et de là est partie toute une série de rêves finalement personnels que j'ai eu envie de tester, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, quoi, suivre le lapin blanc et voir jusqu'où ça peut m'emmener. Et donc ici, il y a le marathon de Lyon, où après les années 2009-2010, où je pesais presque 100 kilos, 10 ans plus tard, j'en pèse 25 de moins et je termine un marathon. Et ici, c'était la rencontre avec Richard Branson. Alors, on n'était pas encore avec les smartphones plein pot, là, mais j'ai pu serrer la main de ce monsieur qui m'inspire beaucoup. J'ai pu lui remettre le livre Inspiration, dans lequel je retrace en partie sa trajectoire. Et donc, ça a été un moment, un moment fou, quoi. On m'aurait dit ça 1 an avant, j'aurais dit, mais non, pas possible, quoi. Et donc, pouvoir le rencontrer, discuter avec lui, qui m'invite à la conférence de presse. J'ai pu poser une question à la conférence de presse aussi. Voilà, c'était extrêmement marquant pour moi. Il ne doit certainement pas se souvenir de moi, mais l'inverse, c'est un des moments forts. Ouais. Alors, on est un peu pris par le temps, on arrive à la fin de l'émission, on ne saurait pas parler des voyages dans le détail, mais on a 3 photos ici des voyages. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est quoi voyager pour vous? Ça représente quoi, en fait, le voyage, en fait? Le voyage, c'est l'énergie, c'est la découverte, c'est la rencontre, c'est l'inattendu, que ce soit au Canada, où je suis allé au Québec précisément pour la première fois en 2015, et où je ne sais pas à quoi m'attendre. Et puis j'ai la chance d'avoir des liens très forts qui sont entretenus avec eux. C'est une conférence à Atlanta où, de manière complètement improbable, je me retrouve à aller visiter les plateaux de tournage de Walking Dead, la fameuse série. Donc ça, c'est une des maisons qui est utilisée dans le film. Et la Kotor, c'est au Monténégro. Je fais des mises au vert de dirigeants où on part parfois 2 ou 3 jours pour travailler une problématique spécifique. Et donc, systématiquement, c'est des rencontres, quoi. C'est à la fois de l'évasion, mais c'est se recentrer sur soi. C'est des moments de... Je pense que c'est des moments de vie qui forgent qui nous sommes, quoi. On arrive aussi au chapitre des livres, avec... alors, je vais demander un livre emporté sur l'île déserte, mais vous avez apporté toute la bibliothèque, c'est pas grave. Éloge de la chance de Philippe Gabilliet. J'aimais bien la citation que j'ai trouvée en exergue tout à l'heure. Est-ce qu'une patte de lapin porte chance? Pas pour le lapin, en tout cas. Pourquoi ce livre, en fait? Parce qu'au même titre que la pro, c'est arrivé à peu près au même moment, je crois. Je me suis rendu compte, j'ai un principe de vie, c'est qui m'est resté des échanges avec Philippe, avec qui j'ai pu sympathiser depuis, et qui me fait le plaisir de son amitié, c'est si je veux que les autres soient une chance pour moi, comment est-ce que je peux être une chance pour eux? Et donc c'est cette phrase de Philippe qui dit la chance est une compétence qui se travaille, donc ça n'a rien à voir avec le hasard. Ça, à un moment, ça m'a aussi percuté très fort, et de me dire, mais finalement, je ne suis pas responsable de tout ce qui arrive, évidemment, dans ma vie, il y a des choses que je n'ai pas choisies, mais par contre, la manière dont je vais y réagir, en mode chance, ça, je peux l'influencer. Jamais trop tard pour réussir, dans Butler Bowden. Ah c'est mes fiches de lecture. Oui. Ça, c'est un livre extrêmement rassurant sur le fait qu'on a du temps pour mettre les choses en place. Et dans une société où on nous compresse en nous faisant croire systématiquement qu'on doit réussir tôt, vite, jeune, et si possible en mode sexy et qui passe bien dans tous les rapports à la caméra, Tom Butler Bowden prend le contre-pied de ça en démontrant, fait à l'appui,
anecdotes à l'appui, histoire à l'appui, études scientifiques à l'appui, que la plupart des grandes réussites sont en fait l'œuvre de travail dans la durée. Et donc ça permet, dans des moments où ça tangue un peu, où on a l'impression qu'on veut lâcher l'affaire, ou de se dire qu'on n'y arrivera jamais, ou au final qu'on se dit que le grand projet, le grand rêve qui nous anime nous a échappé, ou que c'est trop tard, ce livre-là a des tas d'enseignements pour nous dire mais non, il y a des gens qui ont réussi à 50, 60, 70, 80 ans et qui sont devenus, qui aspiraient vraiment à être, plutôt vers la fin de leur parcours de vie, en fin de piste, comme le dit Lucchini, Fabrice Lucchini, plutôt qu'au début, quoi. Serge Dassault a commencé dans les avions à 47 ans. Don Quichotte a été écrit par Cervantes à 65 ans. Mais oui. Et Joe Biden est devenu président à 78 ans. Mais oui, exactement. Mais notre société a cette obsession de la jeunesse. Forcément, il y a la fougue, il y a l'énergie, et on a besoin. Le livre n'est pas du tout une critique sur la jeunesse. Le livre, justement, s'appuie sur la jeunesse comme expérience mobilisable, une fois qu'on a un peu plus de bouteilles, pour, j'allais presque dire, viser plus vite, plus juste, quoi. Et ça, c'est très rassurant. Plus de bouteilles. On va parler des bouteilles jetées à la mer et des phares. C'est une de vos passions, les phares. D'ailleurs, vous m'avez fait remarquer tout à l'heure, je ne l'avais pas remarqué pourtant après bien des années, que l'attitude des héros, c'est un phare, son logo. Alors, c'est un très beau livre. Pourquoi les phares, en fait ? Il y a plusieurs symboliques. Je trouve le côté... et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours une citation sur les phares qui dit le phare ne cherche pas à s'agiter, faire du bruit. Ou le phare, il est là, quoi. Et donc, dans la tempête, c'est pas lui qui va fourmiller ou frétiller ou grésiller. Non, justement, il va à la limite être plus de lui-même et essayer de briller juste un peu plus fort pour constituer une forme d'encre ou de repère. Et je suis fasciné par ce côté à la fois intemporel, de quelque chose qui dure et qui en même temps a besoin de l'homme, de l'être humain, pour avoir une âme. Ce n'est pas juste un bloc de pierre ou un bâtiment, il faut que ce soit quelque chose qui soit travaillé par l'être humain. Et j'aime bien la notion d'objectif, mais je trouve que le phare est encore un cran au-delà. C'est vraiment un point de mire, c'est quelque chose auquel, quand on est en mer, qu'elle soit calme ou que ça tangue de tous les côtés, ça reste un point de repère vers lequel on tend. Et c'est un symbole de solidité, parce qu'on oublie toujours que face à la tempête, les phares régulièrement sont brutalisés, ils perdent des murs, ils perdent... Enfin, c'est très brutal. Hein. C'est très violent, il y a énormément de belles photos où on voit que les phares sont attaqués par la mer, parfois ils sont débordés presque, hein. Les vagues vont au-dessus du point de lumière, etc. Mais quand la tempête se calme, le phare est toujours là. On est un peu dans une société où il y a un peu trop de feux d'artifice et un peu trop peu de phares. On est d'accord, non ? Oui. Alors moi j'aime bien les feux d'artifice aussi, c'est sympa, mais en même temps c'est le phénomène de l'étoile filante, quoi. C'est que c'est joli à voir, mais une fois que l'étoile filante est partie, ça se rééteint et le phare, lui, est toujours là. Donc je pense que ce que je cherche à faire dans la durée, c'est si je devais briller, alors je ne suis même pas sûr que je pourrais dire ça, mais si je devais essayer de briller dans la durée, c'est beaucoup plus comme un phare qui peut être un repère à un moment, peut-être, pour certaines personnes qui trouveraient dans les écrits, dans une phrase de conférence ou dans un mot échangé en interview, un élément qu'elles vont garder et qui va pouvoir allumer une lumière chez elles, qu'un feu d'artifice où c'est un peu rococo, c'est bien pendant 10 minutes, mais où après on ne sait peut-être pas toujours très bien ce qu'on garde. Pour terminer, 2 phares dans votre vie, ce sont vos parents, évidemment. Oui, c'était un récit de vie que j'avais choisi en parlant avec ma sœur de leur offrir, parce que très souvent on a une espèce d'inconscient collectif un peu familial, mais on connaît pas vraiment bien l'histoire de ses parents. En plus, moi j'ai la trajectoire de l'immigration italienne, donc il y a une partie, moi je suis né en Belgique, tout va bien, mais il y a eu une partie un peu fracturée, là, générationnellement parlant, via les grands-parents qui ont quitté l'ancrage et les racines pour en créer d'autres et prendre racine ailleurs. Et donc j'avais envie pour ma filleule, pour mon fils et peut-être pour leurs enfants d'avoir une espèce de marqueur temporel qui dit voilà, à un moment, ces 2 personnes fabuleuses que sont mes parents et qui sont
de super personnes très très appréciées de beaucoup de gens pour leur gentillesse notamment, mais qu'on sache un peu ce par quoi elles ont dû passer pour devenir qui elles sont. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Merci pour ce partage. Je rappelle évidemment ce livre, Marquer les esprits à tous les coups. Ou presque, hein. C'est quand même dans le oui, titre. ou presque, c'est vrai, ou presque. À peu près, alors oui. Et à la maison d'édition L'Attitude des héros, votre maison d'édition. Merci justement pour ce parcours, pour ce partage, pour ces réflexions. C'est quoi vos projets comme ceci? Les projets, c'est... 11e livre? Non. 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 Les livres sont là et je suis ravi. Et je pense que, un peu comme le marin qui arrive à une étape, à un phare, il peut regarder vers un autre point de mire. Et donc, j'ai envie de permettre à des personnes qui voudraient prendre la parole d'avoir des moyens d'expression pour le faire. Donc, il y a probablement des événements ou de l'organisation d'événements qui permettraient de donner une tribune. Il y a d'autres conférences, ça, j'ai encore des sujets que j'ai envie d'explorer. Et puis, continuer à profiter de la vie pour faire de belles rencontres. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Merci on Urbain. ferme cet album et puis nous, on se retrouve évidemment dans 8 jours, lundi, 20h30 sur Vedia avec un prochain invité. Et puis, dois-je vous le rappeler, toutes nos émissions sont sur vedia.be. Bonne soirée à toutes et à tous. Profitez de l'instant et à très bientôt.